la fameuse légende de la pierre levée. La pierre levée de Ponty, le regard des greniers et Ah oui, caves là, du oui, roi. oui, c'est là. Alors, il cite un notaire, archive de la maison d'Agnor, Agnor de Surel. Oui, à Niort d'Osso. De Surel. Dans la rue Réventi, où se trouve encore le manoir, enfin le manoir du XVIIIe siècle. Le château du Moyen-Âge est en ruine. Mais alors, dans quel contexte se trouve cette légende? Est-ce que ça tâche bien à la pierre levée? Est-ce que... Moi, j'ai appris cela par un des descendants des Agnors, Yves de Niort-Maraval, qui habite le château d'ailleurs régulièrement pendant les vacances. L'hiver, il le passe à Nice, il a de beaux immeubles, pour regarder des Anglais. Un garçon très gentil, très chic, célibataire, aimable, oui, très courtois. Un peu aventurier, un peu casse-cou. Il n'a plus le physique des Agnors parce que son nez est parti dans un accident d'auto. Bon, il n'a plus le physique des Agnors, c'est dommage. Oui. Et alors, c'est Yves de Niort-Maraval et sa mère. Sa mère, j'ai déjeuné quelques fois chez eux, au château de Niort. Sa mère, la comtesse de Prunelay, car elle s'était remariée. Elle s'était remariée avec un comte de Prunelay, un colonel d'artillerie de Lille, qui leur a apporté une fortune colossale, qui a redoré le blason. Le comte de Prunelay, la comtesse de Prunelay. Lui et sa mère m'ont dit que dans leurs archives, et je n'ai pas vu le document, ils ne l'ont pas montré, oui. au sujet d'en parlant de la pierre levée de Pontil, ça. Ils m'ont dit il y a dans un document du Xe siècle cette remarque que la pierre levée de Pontil regarde au grenier, au coffre du roi, au coffre du roi. Au coffre du roi, c'est le coffre. Ah, c'est le coffre. Parce que là, c'est toujours cité la cave, et je ne sais plus où j'ai vu cette... Ah ben, non, je me suis... Ah, peut-être que c'est... Oui. Enfin, non. Je crois que c'est coffre, j'ai pas C'est le le souvenir coffre. bien précis. En tout cas, je crois que c'est mentionné dans le manuscrit de Corse. Il le savait lui aussi, Corse. La Corse. Alors, vous avez été à la pierre levée de Pontil? Oui, bien sûr. Oui. Alors, il y a des chercheurs qui ont creusé au-dessous, je sais pas Oui, si il y a le trou, oui. Oui, parce que M. Fédier, dans son livre, il dit que ça sonne un peu le creux, je crois. Oui. Et il dit qu'en creusant, on pourrait peut-être trouver... C'est une cavité naturelle. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, la pierre levée, quand elle est en face, en présence, bon, on va dire plutôt tourner vers le sud-est, pas vers le château. Mais ça change quand on descend, alors. Quand on recule sur la pente, Oui. bon, En dirigeant sur la route. oui, on se dirige vers la route. Oui. Quand on fait 1,50 m en arrière, pas plus. Le visage apparaît, justement. Oui, parce que le terrain est un peu en dôme. Alors, le visage apparaît, on voit très bien les sourcils, la case sourcilière, les yeux, le nez, la bouche. Alors, il est évident que le regard va vers Rennes le château. Nous avons aussi un grand savant à Quillan, un Quillanais qui est mort il y a surtout 8 ans, très jeune, à 32 ans, qui était chef de laboratoire à la faculté de l'État, à l'université de l'État à Toulouse, qui était professeur, docteur des sciences, professeur de physique et chimie et de géologie, M. Joseph Courtegel, un très grand savant, connu comme tel par tout le monde. Il était mort. Et il nous avait fait des conférences, il nous avait parlé à nos sciences de Rennes-le-Château, il avait exploré Rennes-le-Château à fond. Alors il avait remarqué qu'au col qui domine Quillan, qui permet d'aller vers Puy, vers Brenac, on voit à nu, alors visible, l'anticlinal et le synclinal, qui est une formation géologique des temps anciens, un soulèvement volcanique du sol qui fait que, comme un livre, les feuilles se sont réunies au bord et ça a fait des failles au-dessous du côté du dossier, si vous voulez, du côté du sous-sol. Alors il a reconnu l'anticlinal et le synclinal à Rennes-le-Château. Il vient d'ailleurs de la Clappe, de Narbonne, il passe sur la Méditerranée, il vient de Lombardie, c'est une immense chaîne et aboutit à l'océan Atlantique. Alors là, dans les Pyrénées atlantiques, il a été étudié par des spécialistes géologues et qui ont fait des découvertes sensationnelles grâce à cette chaîne de montagnes. On a trouvé dans les failles, causées par le mouvement sur la montagne, des temples gaulois, des temples anciens, ibères, gaulois, ligures, etc. Alors,
M. Courtegère avait remarqué et établi que là où on regarde la pierre levée de Puntils, donc au nord, nord-est, nord-nord-est de Freine, il y a une faille. Et son intention était d'ouvrir la faille à la base, car il était persuadé qu'il y avait là un ancien temple, ibéro-gaulois, Volk, et peut-être des caches. Théorie de Joseph Courtegère. C'est ça. C'est la pierre levée de Puntils. Alors ce visage qu'on aperçoit, il faut attendre peut-être une certaine heure de la journée, en fonction de l'éclairement du soleil. Ah, je ne sais pas, moi je Je suis allé plusieurs fois, je n'ai pas vu moi ce visage sur la pierre. Voyons, je l'ai montré qu'une fois. Hein. J'ai monté une fois, ça devait être à l'après-midi. Oui. À l'après-midi, ça devait être vers 16h, pardon. Oui. 16h. C'était très net, très net. Hein. Donc c'est sur la face qui se trouve vers Rennes-le-Château La reine du château. que l'on peut distinguer une physionomie. Ah oui, quand on est tout près de la pierre levée, on a l'impression qu'il y a eu quelques sculptures, quelque chose de travaillé dans la pierre. Oui, oui. Mais le profil semble plutôt regarder dans l'autre sens, vous voyez, Ah bon? vers le sud-est, non pas vers Rennes, pas vers Rennes le château. Il faut reculer. C'est quand on recule, sur la pente alors, sur la pente, Oui, en redescendant. d'un mètre, 1,50 m, que brusquement, la direction du profil change, le visage change de direction. Alors là, on voit très bien les yeux, la bouche, le nez, et le regard qui se dirige vers Rennes le château. La Bessonnière aurait vendu donc des bijoux, disons, zigotiques à... Non, moi je n'ai pas un renseignement précis. Ce que j'ai pu vous dire, alors, c'est qu'à une séance des arts et sciences, M. Descalias lui-même, qui était, a passé sa jeunesse ici, nous a dit connaître une famille qui était alors une boucherie, qui a été payée en bijoux wisigotiques. Ah, Et à Quillan-même, il y a une autre famille, un boucher également, qui fut payé en bijoux wisigotiques. Là, le mieux renseigné, c'est lui, c'est M. Descalias. Alors, on parle aussi de ce calice, le fameux calice donné au chanoine Grasso de Saint-Paul de Fenouillet. Est-ce que vous l'avez? Moi, M. Descalias m'avait dit que c'était un calice qui, à la fabrication, valait 85 millions anciens francs. Là, on a un document de l'époque, donc du XVIIIe siècle, 1750, vers le milieu du XVIIIe siècle. Il y avait près de Limoux, à Magri, au village de Magri, une grande commanderie des chevaliers de Malte. Bon, ça c'est sûr, c'est connu tout le monde. Le commandeur, alors, le commandeur de Magri, était le chevalier de Margnat, Ce monsieur de Margnat, il était riche, le chevalier de Malte, il était riche. Eut l'idée, constatant la pauvreté des églises de la région, de faire don à chaque église, combien, je ne sais pas, peut-être 20, 30 églises, je ne sais pas. Je sais pas, il y a d'avoir la liste aux archives de Malte. De faire don d'un beau calice, un très beau calice, et marqué aux armes de Malte. Ça, oui, oui. Rennes-le-Château a figuré dans ces dons. Donc il y avait un calice de Malte à Rennes-le-Château. Mais à quelle époque est-ce que ce serait produit? Vers le milieu du XVIIIe siècle, 1750. Non, c'est certain, c'est certain. Vers le milieu du XVIIIe siècle. La Bessonnière, pour reconnaître les services rendus par le chanoine Grasso, curé de Saint-Paul de Fenouillet, Oui. lui fait don de ce beau calice. Oui. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Oui. C'est ce qui établit d'ailleurs, et là tout le monde est unanime, c'est ce qui établit que Sonnière a trouvé dans l'église la cache de la Révolution, de 1792. La cache de l'abbé Bigot, qui était curé de Rennes et qui a émigré, obligé d'émigrer avec son évêque, M. Chanterac, avec Dallet, d'émigrer en Espagne. C'est une preuve. Alors la famille chanoine a toujours ce calice. Il y a une chose que je voulais vous demander là, c'est au sujet du fameux livre de Stublen, Ah ben voilà. Pierre Gravé du Languedoc. J'allais en parler aussi. Bon, monsieur Descalias, alors je vois que monsieur Marie dit Oui. il semblerait que ce livre ait bel et bien existé puisque l'abbé Sourny
ami de l'abbé Courtolis, a affirmé lors d'une réunion de prêtres l'avoir eu entre ses mains. Et entre parenthèses, il met archives privées de monsieur l'abbé Mazière. Archive. Est-ce Ce n'est pas que l'archive. c'est vous qui lui avez Mais donné? il est exact, l'abbé Sauni, qui est aujourd'hui le menteur âgé qui parle pas italien, a affirmé en réunion de doyenné avoir vu chez l'abbé Courtolis, avoir eu en main ce livre, Pierre Gabriel Langeron, et l'avoir feuilleté. Comment se fait-il qu'on en trouve plus trace de ce livre? Maintenant, c'est ça, oui, c'est curieux. Mais c'était vraiment un ouvrage ou c'était... Un livre disons, imprimé, non, un livre imprimé. imprimé, c'était pas un manuscrit inédit, Oui. en fait. Maintenant, les reproductions qui ont été faites sont-elles toutes exactes? N'a-t-on pas brodé, n'a-t-on pas ajouté? Parce que c'est un livre qu'on ne retrouve nulle part, dans aucune bibliographie, dans aucune bibliothèque. Par exemple, vous trouvez dans les reproductions des livres sublimes, dans les extraits, Ah oui, vous trouvez mention de la Régis. Hein. oui, Oui, oui. avec et in accredievo sur le Oui. côté un supplément qui a été ajouté. Oui. Oui, alors ce supplément Oui, ça a été ajouté. n'est pas dans le livre sublime, Voilà. c'est pas possible. Pas possible qu'il y soit. C'est ça. Donc, Bien. vous voyez, en cette reproduction, Sublime était instituteur, il est inhumé à Sauzille, au-dessus du campagne Gironde. Il avait terminé sa carrière là. Il est inhumé là, il y a un beau caveau de famille, il est là, Sublime. Maintenant. Oui, alors Courtolis, c'est un problème pour aller chez les Courtolis. Lui est mort, l'abbé, et son beau-frère et sa sœur sont des gens d'une sauvagerie extraordinaire. Oui, j'avais entendu parler de ça. C'était très difficile. Mais l'abbé Courtolis s'intéressait quand même à l'histoire de Rennes. À Courtolis, je l'ai connu un peu, Courtolis. Ah oui? Pas beaucoup, un peu. Ah, une figure très originale, Je crois que Courtolis. M. Descalias nie ça, en fait. Bon. Courtolis s'intéressait à beaucoup de choses. C'était un esprit très curieux. C'est un homme grand et maigre, qui portait toujours été comme hiver une immense pèlerine, qui le faisait ressembler à une chauve-souris. Et il avait toujours froid, d'ailleurs. L'homme avait eu froid toute sa vie, même en plein été. Si bien que l'hiver, il quittait les souliers, il mettait ses pieds dans une caisse sûre de bois, pour avoir un peu de chaleur. Il avait toujours froid. Mais il allait souvent à Rennes-les-Bains. Et à Rennes-les-Bains, il est mort de l'imprudence, au lieu de prendre des bains tièdes, il a pris des bains chauds, et ça l'a tué. Bon, il a fini comme ça. Figure très curieuse, Courtolis, très originale, un chercheur, un fouineur. Vraiment très étrange. Et vous pensez que les propos que lui prête Gérard de Sède, en parlant de pièces mérovingiennes, je crois. La pièce visigoutique de l'époque de Dagobert de Sémonville. Alors ça, c'est difficile à vérifier. Voilà, Comment- vous voyez, enfin vous connaissez Monsieur, comme moi sans doute, vous voyez, il y a tout un vérifier? texte de l'interview supposée de l'abbé Courtolis avec Gérard de Sède. Monsieur César a entendu un enregistrement Oui, oui, oui. partiel. Est-ce que vous pensez qu'on peut ajouter foi justement à ce qu'il dit? Parce que d'après ce qu'il dit, si je peux me souvenir, l'abbé Courtolis aurait connu l'abbé Saunière dans sa jeunesse. Ça, c'est possible, oui, c'est très possible, oui. Et justement, il se plaint du froid. Et il est certain que Saunière avait une collection de monnaie ancienne, assez riche, à la tour de Courtolis. Magasin, qui ont disparu. Ah. Qui ont disparu après, oui, qui ont disparu. Au centaines passées, il avait une jolie collection, une riche collection de monnaie ancienne. En janvier 1975, donc il y a 4 ans, nous avons vu ici, j'étais assis dans ce fauteuil là-bas au fond. Nous avons vu Monseigneur l'archiduc Rodolphe de Habsbourg, donc un cousin de l'archiduc Jean Salvatore, l'archiduc de Sautière. Et il venait pour s'informer, c'est curieux. Il était très au courant chez Habsbourg, d'Autriche, sur Saunière. Il m'a demandé tout ce que je savais sur cette accusation de complicité et espionnage. Complicité, entendons-nous, hein. Il y avait rien espionné, mais son logement, son appel militaire servait d'abri à des espions allemands, ou autrichiens, Mais c'est une hypothèse avec une photocopie d'identité. Non, c'est pas une hypothèse, ça c'est une certitude. Ah. Maintenant, l'archiduc m'a dit, vous savez, je t'avais pas payé.
On payait très peu. Là, je ne sais pas s'il n'a pas menti, parce que c'était un ordre de service rendu aux espions, qui se sont épistés par le deuxième bureau français et qui, pour semer ceux qui dépistaient, allaient passer 15 jours, 3 semaines avec des faux papiers, sculpteurs, peintres, artistes, ce que vous voulez. L'archiduc Jean Salvatore, qui était fâché avec la famille impériale d'ailleurs, pour son caractère, qui était l'ami de Rodolphe aussi, de Mayerling. L'archiduc Jean s'est fait arrêter à Rennes, dans le château, par la gendarmerie, le Puisa et Et les papiers, il y a des articles de journaux, il y a des papiers qui en parlent. Enfin, dans le deuxième bureau, les papiers du deuxième bureau, les enquêtes de gendarmerie du Puisa. Mais Et les gens se rappellent. Les journaux en ont parlé de ça? Alors, ça, je ne peux pas vous dire. Je ne crois pas, c'était trop secret, ça. Ah, c'est dommage. Je ne pense pas que les journaux en aient parlé. Enfin, ce que l'on sait, c'est qu'on lui demandait le motif de sa présence. Mais c'était à quelle époque? Surtout, peut-être en 1908. Il a répondu qu'il a prouvé d'abord qu'il était l'archiduc Jean, avec ses papiers d'identité. L'enquête a été faite par l'ambassade d'Autriche, c'était bien l'archiduc Jean. Il a répondu qu'il ne croyait pas à l'avenir des Habsbourg, qu'il croyait à la chute et à la dislocation de l'Empire austro-hongrois, et que dans ce but, il cherchait un refuge pour lui. L'archiduc Rodolphe nous a dit ici, il nous a dit avec un ton fier, autant, que l'archiduc d'Autriche ne s'abaissait pas à espionner. Et pour sa future famille. Et qu'il avait fait l'Italie, l'Espagne, et le hasard l'avait amené, il s'était trompé de route. À Puisa, il était monté à Rennes, quand il est allé sur Carcassonne, je ne sais pas. Oui, c'est curieux. Le hasard l'avait mis en présence de Bernard Sonnier, il a fait connaissance et il avait sympathisé. Et puis le pays avait plu, le paysage, tout ça, le paysage est très beau en effet. Enfin, on n'a pas inquiété davantage, cet archiduc.